Un jour, j'avais présenté le Timio, voilà, dans cette salle même, et puis j'avais envie de voir si on pouvait pas connecter Scratch dans le Timio. Et il y a quelqu'un qui m'a soufflé, donc je ne dirai pas le nom parce qu'il l'entendrait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu devrais demander à David, juste lui suggérer l'idée et ça va faire son chemin. » Et j'ai fait mieux que ça, et je lui ai dit « David, si tu veux, tiens, je te prête un Timio. » Et il m'a dit « Ah oui, tiens, pourquoi pas ?» Et puis je lui ai dit « Par contre, bon, tu peux jeter un œil sur Scratch. » Et alors il est revenu quelques jours après, il avait déjà fait énormément de trucs, puis il a fait tellement de trucs qu'il a finalisé quelque chose pour le Timio. Donc grâce à lui, Timio marche avec Scratch aujourd'hui. Bon. Tiens, ça marche. Sauf ça marche pas. Tiens, pas grave. Excuse-moi. Là, ça marche. Là, ça marche pas. C'est pas grave. Donc, je vais sortir même le résumé exécutif, aller direct sur le sujet. Donc, Fiat Lux. Tiens, j'ai 2 minutes, d'accord. Donc, la version courte, en 30 secondes, c'est que le protocole ACEBA utilisé pour communiquer avec le Timio peut être encapsulé dans le protocole HTTP et ensuite permettre le robot d'être connecté à d'autres logiciels avec un API naturel. J'ai fourni 2 passerelles à ACEBA HTTP et ACEBA Scratch qui implémentent cette idée, avec un bytecode spécial pour le robot qui donne un caractère Scratch-esque au robot, comme je vais dire dans un instant, ce qui permet d'ajouter une extension à Scratch où on peut piloter et interroger le robot dans les scripts de lutin Scratch. Et de cette manière, le robot peut interagir avec d'autres lutins dans le monde Scratch, dans le monde virtuel de Scratch, mais aussi dans le monde réel, physique, grâce à ses propres capteurs. Structurellement, ça ressemble à ceci. Donc, il y a le robot que vous connaissez avec son firmware qui pilote le matériel et par-dessus, sur le microcontrôleur, un bytecode qui permet donc de donner un comportement indépendant au robot. Ceci communique en utilisant le protocole ACEBA aux 2 passerelles que j'ai décrites dans un instant, qui ouvre un accès HTTP à un port que vous spécifiez et permet la communication avec d'autres systèmes comme Scratch, comme Snap, comme Node.js. Les responsabilités des différentes parties sont les suivantes. Ici, on se charge du routage des URI, comme je vais montrer dans un instant, donc ne vous inquiétez pas sur ceci. Une gestion de requêtes asynchrone, parce que quand on demande la valeur d'une variable, il arrive plus tard, donc il faut garder la connexion ouverte pour répondre à la promesse qu'on a donnée en posant la demande pour la valeur des variables. Puisque Scratch en particulier interroge 30 fois par seconde le dispositif des valeurs de variables et ça noie la connexion au robot. On a un cache de variables à l'intérieur, plus quelques comportements de plus où on donne un cadran qui tourne avec des lumières, on peut piloter les LED et ainsi de suite. Le programme Timio Motion qui est mis avec gère localement un fil d'attente de motion, sachant que quand ici en Scratch on donne au robot la commande avancer 50 mm ou tourner un arc de cercle sur 60 degrés avec un rayon de 300 mm, c'est une opération bloquante. On veut que ça se termine avant que la prochaine commande soit prise en compte. Et donc, il faudrait à l'intérieur du microcontrôleur qu'on ait une gestion de fil d'attente qui dit « Je ne mets pas en œuvre d'autres mouvements tant que je n'ai pas terminé le mouvement qui est en cours ». Il y a une approximation grossière, je dirais, de l'odométrie qui permet au robot de fournir à Scratch ou à l'autre programme son idée de sa position absolue et de l'angle de sa direction qui pointe. Et ça, c'est, comme je dis, assez grossière, mais ça permet quand même de faire un retour dans l'environnement Scratch de ce qui se passe physiquement sur le robot. Quelques reporters, quelques valeurs de variables simplifiées pour permettre les jeunes programmeurs d'utiliser ça en Scratch. Par exemple,
les différents capteurs de proximité d'avant sont intégrés pour donner une distance relative et un angle approximatif de l'obstacle. Un accès à travers tous les événements traduits en URI à ce niveau. Un accès à toutes les fonctions natives est une fonctionnalité de diffusion de l'état pour essayer de réduire le surcharge de la communication entre ces deux. Il y a une sorte d'introspection. On peut demander à travers donc, une adresse quels sont les robots qui sont connectés et étant donné le nom de robot, qu'est-ce que nous savons de ces robots, quels sont les événements locaux qui sont disponibles ou définis dans le programme. On peut donc demander l'état des variables, les valeurs des variables d'état. Donc ici, quelques exemples. On peut demander avec cette URL, cette URI, la valeur de la vitesse cible de la moteur à gauche, donc qui est 0 en l'occurrence. On peut changer l'état et vérifier que le moteur est en train de tourner. On peut demander un vecteur de valeur correspondante à l'accéléromètre. On peut demander d'avancer 150 mm, jouer le 104 ou ajouter un mouvement dans le fil d'attente. Et on peut aussi, à travers l'interface HTTP, s'abonner à un flux d'événements. Donc ici, c'est un flux d'événements SSE, Server Side Event, où au fil du temps, on voit les choses qui se passent. Chaque fois que le fil d'attente de mouvement change d'état, il émet un événement. Donc ici, il nous rend compte du fait qu'il a ajouté une demande d'avancer pendant 40 secondes avec une vitesse basse. Ensuite, cette demande a été prise en compte. Une autre demande a été prise en compte, il attend dans le fil d'attente. Le premier se termine, on démarre le deuxième, on termine le deuxième, et il n'y a plus rien dans le fil d'attente. Donc on a un retour assez souple sur l'état du robot tel qu'il est compris par le bytecode qui tourne dedans et qui permet de mettre dans d'autres logiciels une partie du comportement souhaité en plus de ce qui est programmé dedans. On peut le piloter par d'autres programmes, notamment Scratch. Alors, pour déclarer ça à Scratch, c'est relativement facile. Il y a un fichier JSON. Chaque bloc que nous souhaitons ajouter dans l'interface Scratch, c'est traduit par une URL avec des paramètres qui sont fournis par ces jokers à l'intérieur. Donc, on peut le faire librement. Avec cette approche, chacun peut proposer un autre ensemble de blocs et programmer d'autres comportements à l'intérieur du Timio avec ses propres définitions en bytecode, dans AESL, des événements qu'il souhaite proposer à l'extérieur. Donc là, c'est un exemple ici, ce bloc start motor machin, c'est traduit en cette URL et donc qui est appelé par Scratch. Pareillement, ici on a un variable d'état qui est booléen, donc il a la valeur false. La distance d'avance c'est une valeur numérique et vous voyez un peu le principe. Alors pourquoi Scratch? Très rapidement, la réponse c'est là. D'accord. L'éditeur de science-fiction Theodore Sturgeon appliquait une règle qui disait 90% de tout ensemble d'ouvrages artistiques, c'est la merde. Et donc, si seulement 10% de ces projets-là sont pas la merde, on est quand même dans les 900 000 projets pertinents. Il y a un écosystème autour avec un grand nombre d'utilisateurs. On a, dans le mois dernier, un très dynamique utilisation de ce site-là, avoir accès à cette communauté de jeunes où ils peuvent se partager des choses est pour moi essentiel. Et donc ça résume un peu le pourquoi du Scratch. Le vrai pourquoi de Scratch, c'est parce que j'ai un programmeur Scratch à la maison, mais ça, on n'en parlera pas. D'accord? Chaque projet Scratch qui est mis en ligne a une possibilité très facilement de l'embriquer dans notre site web, de l'inclure dans un studio et de le partager avec les autres. Et ce petit bouton ici, l'arborescence, est pour moi très importante. Quand un programmeur Scratch utilise le code de notre, pas seulement c'est encouragé, mais c'est tracé. D'accord? Ça, c'est l'arborescence de remélange, de remix. Ce projet-là dérive de ce projet-là, dérive de ce projet-là. On sait qui l'a fait. On les encourage de partager. Il y a une économie de partage entre les programmeurs avec le bon réflexe de citer ses sources qui est extraordinaire. Et il faut trouver un moyen de
de participer, de s'incruster dans cette dynamique. Alors, j'en parle pas, je pense, parce que vous savez tous comment marche Scratch. Donc, l'essentiel, qu'on a des lutins qui évoluent, qui sont définis et par une forme, des costumes ou des parures, si vous voulez, et un comportement qui est défini par un ensemble de scripts qui tournent en parallèle et qui le permet de réagir à son environnement ou capter sa proximité à d'autres lutins, ainsi de suite. Et donc, l'objectif, c'est très simple, c'est de faire des lutins pour le Timio qui peuvent être inscrits dans un programme. Un exemple classique donc de jeu vidéo. Donc, le défi, c'était de trouver la correspondance entre les concepts qui avaient du sens pour les programmeurs Scratch et ce qui était possible dans Timio. Par exemple, si en Scratch, on peut changer le costume, la parure pour donner l'impression de marcher, il faudrait quelque chose qui marche. Donc, sur le Timio, on a le cadran qui tourne comme les aiguilles d'une montre pour montrer que ça marche. D'accord? C'est une approximation, mais ça a du sens. On a changement d'effet de couleur, donc on peut changer les couleurs de l'oupiote. On a des sons, on peut, ici en Scratch, est-ce que je touche un autre lutin ou est-ce que je touche une couleur? Là, ça se traduit dans le Timio par une utilisation de capteurs de proximité ou des capteurs de proximité sur le sol. Parce que toucher une couleur, c'est typiquement pour voir si j'ai franchi une frontière. Donc là, on va utiliser le capteur de sol. Donc c'est une tentative de mapper, si je peux me permettre du mot, les concepts Scratch et les concepts Timio entre eux avec le moins de pertes de couple possible. Il y a des exemples. Ici, on peut faire un Timio qui dessine une étoile avec un deuxième, le petit chien qui le suit. Et chaque fois qu'il change de direction, il s'estampille pour qu'on voit où il était. D'accord? Donc ça, ça c'est le comportement qui dessine l'étoile. Et le comportement du chien, c'est je me positionne là où est le lutin de Timio. Et si je vois que l'orientation a changé, alors je marque ma position. On peut interagir avec l'environnement. D'accord, j'en parlerai pas parce qu'on va avoir peut-être une discussion demain qui est pertinente. Et ce que je voulais terminer, mettre pour terminer, c'est le fait qu'on a une interface générique d'encapsulation de ces bornes HTTP permet de brancher d'autres choses que Scratch. On peut brancher Snap, évidemment. On peut brancher aussi n'importe quel système comme Node.js ou Node-RED qui sait parler ces protocoles. Toutes les charges utiles de messages sont en JSON, toutes les communications sont en HTTP. Ça ouvre beaucoup de possibilités pour connecter à d'autres logiciels. Donc ça, c'est un exemple en Node-RED où chaque 300 millisecondes, les couleurs sur le Timio changent et fait un bip toutes les minutes. Et les possibilités de faire des boucles de rétroaction ne sont pas montrées ici, mais parfaitement accessibles. Merci donc à Didier, Stéphane, Pierre-Yves, Pierre et aussi David Doak qui est quelque part à Suffield, je ne sais pas où c'est, mais c'est au nord chez les ours polaires et les Britanniques. D'accord. Un grand merci, mais vous allez voir ça demain, à Romain Couéron et Jacques Sustrade et les 5 classes de l'école Flournoy qui ont expérimenté ça. Et vous allez voir demain, là, ils jouent, mais ils ne trouvent pas ça ludique. D'accord, mais par contre, il s'investit énormément. D'accord, on va voir ça demain. Travaux futurs, j'en passe parce que si vous avez des questions et des suggestions, je suis disponible pendant les pauses. Je ne serai pas là ce soir, malheureusement. Et c'est tout. Merci de votre attention.